Regardez ensemble cette histoire. La fille monte dans l'avion, et le méchant se met derrière elle. Elle s'en aperçoit, cherche à s'échapper. Il la force à rester sur le siège, et c'est parti. Et lui, il arrive, mais c'est trop tard. Le mécano lui explique « Non, ils sont partis, regardez, la preuve, c'est qu'on les voit qui passent là-bas. On est avant le cinéma parlant, il faut des sous-titres. » Il insiste bien, et voilà la preuve. Et vous inquiétez pas, on le rattrape, ça tombe bien, il a même pris la corde. Il est prêt, pantalon, chemise blanche, plan sur l'hélice, c'est photographique l'hélice qui tourne. Plan archétype, l'avion qui décolle. Est-ce que vous croyez qu'ils vont les rattraper ? Mais du suspense. C'est le méchant. Ils s'aperçoivent qu'ils sont poursuivis. Lui, il montre. Approche, approche. Et vous y pensez au premier coup qu'il faut aussi un troisième avion pour filmer ? Qu'est-ce qu'on aimerait avoir, le making-of ? Ah, ça se bagarre dans le biplan. Vous avez vu la scène ? Debout, il se retourne pour... Deuxième chose, on annonce que c'est une première mondiale. Pour la première fois, un homme va passer d'un avion sur un autre en plein ciel et c'est filmé. Mais regardez ce plan-là, c'est filmé comment ? Il est où ? Bon, d'accord, peut-être que là, on est à 2 mètres du sol, hein ? Il prend son temps, vous allez voir. Il y a toute une scène d'installation, mais ça fait partie du plaisir en prestidigitation, le temps qu'on prend. Vous avez bien compris qu'il s'agit du célèbre Houdini. Et là, à votre avis, quand on est dans des plans de coupe comme ça, on est à 1 mètre du sol ou pas ? Est-ce qu'il y en a des trucages ? Mais regardez comme c'est beau, ces 2 bêtes, 2 insectes comme ça sur les nuages. On s'approche, on danse, c'est rien que la danse qui compte. Et qui filme ? Moi je voudrais le voir, l'avion qui filme. Et au début il est descendu sur la corde et là tout d'un coup il est remonté. Là il y a un petit pas, mais c'est pas grave. La pellicule est vieille, ça c'est pas de la triche. C'est 1920, on est exactement en 1920. Alors mon gars qui passe, plan de coupe. Là, plan réel je suppose. C'est pas facile. Et vous savez qu'il n'était pas doublé pour ces cascades. Houdini, il a déjà fait plein de trucs. Entrer, passer une nuit dans des maisons abandonnées depuis 50 ans, sauter d'un pont, se faire enfermer dans des coffres, se mettre sous des éléphants dans des cirques. Ça y est, passez sur l'autre avion. Mais là, vous allez voir juste après le plan, incroyable. Comment ils ont fait ça ? Vous pouvez le droit de vous le repasser. Je ne comprends pas comment ce truc-là. Après, ouais, c'est bon, on voit les gens qui attendent, on voit la grosse maquette qui s'écrase, et puis évidemment, là, ça y est, on est au bout de l'histoire, ils vont sortir. Regardez la scène de liesse, mais c'est pas une scène très différente de celle qui signe ces spectacles réels, et évidemment, s'accompagne, et c'est le happy end, non ? Il est passé où l'autre, le chauffeur qui s'est écrabouillé, et l'autre avion. Fin de la première histoire. Houdini, né en Hongrie en 1874, juif. Il a 16 ans de plus que Lovecraft. Dans la légende familiale, quand il a 7 ou 8 ans, son père l'amène voir un spectacle de prestidigitateur. Ça décide de toute sa vie. La famille déménage à New York quand l'enfant a 13 ans. Vous imaginez ce que c'est le New York de 1887, les fumées industrielles, le vacarme, et puis toute cette émigration qui arrive en vagues comme ça, submergente. Mais un seul truc dans la tête, la prestidigitation. Quand il a 16 ou 17 ans, il est déjà professionnel. Ce qui caractérise Houdini, c'est d'avoir fait ça de façon rationnelle, presque scientifique. Dès son nom, regardez, le français, Robert Houdin, est le prestidigitateur le plus célèbre. Mais allez voir sur Gallica, vous trouverez les livres de Robert Houdin. C'est celui qui a mis la prestidigitation, la magie, à la portée de tous par ses livres. Et l'autre, c'est celui qui, aux États-Unis, est dans déjà cette tradition du cirque Barnum et tout ce qui s'appelle
Harry Belcar. Eh bien, il va se former son nom avec ces deux-là. Ce sera maintenant Harry Houdini. Regardez cette nouvelle vidéo. On est en 1909. Ça veut dire que, évidemment, le film, le cinéma est encore tellement jeune, à peine inventé, et Houdini fait un exercice qui est un exercice de battleur, qui est l'exercice qui promènera maintenant sur scène toujours. C'est sa spécialité. L'homme qui s'échappe de toutes les situations. Et tout son trajet de vie sera de fabriquer les situations les plus invraisemblables pour bien démontrer qu'il est impossible de s'en échapper. Là, c'est la plus classique. Regardez comme le principal temps de la vidéo, finalement, c'est le striptease, c'est comment on se déshabille. Et quel corps il a, ce type, épais, musculeux, entretenu, un sportif, vous allez voir ça jusqu'à sa mort, l'énigme de sa mort. Ensuite, on passe les menottes, et les menottes, il aura vite fait de s'en débarrasser dans la rivière. C'est le plongeon avec les menottes qui va devenir spectacle. Là, c'est Houdini. C'est à peine le cinéma est né qu'on l'a déjà requis et mis au service du spectacle. Alors évidemment, la vidéo par exemple avec l'avion, le film avec le carambolage d'avion qui suppose une production énorme pour ces trucages, c'est 1920, il est au fait de sa célébrité quand commence le magazine Weird Tales. On lui demande justement... Quand Weird Tales commence, en 1924, ils ont besoin à la fois d'une signature et à la fois de quelque chose qui relance, qui donne un côté magazine, qui ne soit pas simplement publier des contes et des nouvelles, même d'horreur, même fantastiques. La toute petite chronique qu'on demande à Houdini s'appellera « Ask Houdini ». Posez-lui toutes les questions que vous voulez. Et le démon de l'écriture... D'abord, c'est un gars qui s'appelle Gibson, qui va servir de plume, de nègre, comme nous on dit, ghostwriter, comme on dit là-bas, à Houdini pour 2 nouvelles. Et c'est Clark Ashton Smith qui a ce réflexe de dire Lovecraft, c'est celui qui monte, c'est quelqu'un qui n'est pas de New York, quelqu'un qui est inconnu et dont les histoires résonnent, il y a du mystère autour de lui. Donc, c'est à lui qu'on demande de rédiger une histoire à partir d'une aventure que Houdini raconte sur scène comme lui étant vraiment arrivé. D'ailleurs, Lovecraft va tomber des nues dès qu'il commencera à écrire. Mais non, c'est pas possible, il nous raconte des bourdes. Mais évidemment, c'est pas le rôle d'un saltimbanque de raconter des bourdes. Et ça, ce sera l'histoire Under the Pyramids. Vous voyez, j'en ai parlé au moment de la nuit de noces de Lovecraft, comme il avait perdu le dactylogramme et que finalement toute la nuit de noces a été consacrée à le refaire. Ensuite, dans l'année 1925, quand Lovecraft est à New York, plusieurs fois ils se croisent. Il en est très fier. Il passe chez Houdini, dans la 13e rue, Manhattan South, et là, il aura pour Sonia et lui des billets gratuits dans le plus bel auditorium de New York. Et il est très fier d'emmener Sonia voir l'artiste qui est une relation personnelle. Par contre, là, il n'y a plus trop de boulot, plus trop de collaboration, mais à peine il est rentré à Providence que ça recommence. Là, Houdini lui demande un article contre les superstitions en général. Cet article, on n'en a pas de traces, mais on peut supposer que Houdini rémunère Lovecraft plus que correctement. Et l'année d'après, le grand projet s'appelle Cancer of Superstitions. C'est-à-dire, Houdini demande à Lovecraft tout un livre qui sera ses idées à lui, Houdini, contre l'astrologie, contre la divination, contre toute superstition. On est loin des forces obscures et des mythologies souterraines. Eh ben, c'est comme ça, il faut s'y faire. Et regardez-le, notre Houdini. L'exercice est tout simple encore. C'est un exercice qu'il pratique sur scène, mais la mise en scène à cette époque-là, c'est la grande gloire, vous savez, de Charlie Chaplin. C'est la même époque, on est vraiment contemporain. Et le brave gendarme, tout simplement, il joue celui qui s'endort sur sa chaise. Cette naïveté, ça veut dire quoi? Simplement ça. Ce qui compte, c'est le spectacle. Vite en arrivé à la fin d'Houdini. Il est en pleine force de l'âge, 52 ans. Et vous avez vu comme il est baraqué. Il est
Chicago, la légende veut qu'il se soit fait une entorse au poignet ou qu'il a un poignet douloureux. En tout cas, il n'est pas dans son état normal, mais le soir, il va faire quand même son spectacle. Arrive une bande d'étudiants canadiens. Vous savez comment ils sont fichus, les Canadiens, physiquement. Là, la discussion s'engage et l'un d'eux demande à Houdini si c'est vrai qu'il peut supporter, qu'on peut exercer son corps à supporter tous les coups. Pour Houdini, c'est vital, ce travail qui est aussi celui des catcheurs et tout ça, apprendre à recevoir, à encaisser. Houdini prétend que oui, et le type, sans prévenir, lui balance un énorme coup comme ça, en plein estomac, sans que Houdini ait eu le temps de préparer, installer sa sangle abdominale et tout ça. Ça, c'est la légende. En tout cas, le surlendemain de ce petit incident, a priori dont personne ne se serait souvenu sinon, il a une énorme fièvre et il fait son spectacle quand même. Quand c'est trop tard, on l'emmène à l'hôpital. C'est une péritonite aiguë. En gros, Houdini, à 52 ans, meurt d'une appendicite. Est-ce que c'est lié à ce coup de poing de ce Canadien qui s'appelait Jack Price? Est-ce que ça ne l'est pas? On pourra toujours en discuter. Pendant 10 ans, les occultistes et magiciens vont chercher encore à prendre contact à la date de sa mort, chaque année, avec Houdini. Il leur avait promis que peut-être s'il arrivait à trouver la façon, il échapperait aux morts et reviendrait, ou en tout cas enverrait des messages par l'intermédiaire de sa femme, à laquelle il a donné un code. Ben non. Pourquoi je raconte ça? Parce que le destin de Houdini et celui de Lovecraft, qui les font se croiser comme ça à un moment où Under the Pyramid, cette histoire que Lovecraft écrit pour Houdini va évidemment avoir un effet de repérage, un effet de mise en avant de son humble et terne personne qui va l'aider à conquérir sa place de raconteur d'histoire. Mais c'est peut-être un petit peu plus. Ce livre, Cancer of Superstition, en projet, la veuve d'Houdini ne maintiendra pas le projet, alors que les textes, on en a une partie dans les œuvres de Lovecraft, bien se rendre compte aussi qu'il s'agit d'un travail de commande et pas du tout des opinions de Lovecraft lui-même. C'est juste ça qui m'interroge. En 1926, Houdini n'a jamais été le plus gros client de Lovecraft pour le rewriting, mais c'était celui qui était le plus en lumière, le plus visible et qui pouvait l'aspirer comme ça dans un monde où il y avait de l'argent à faire, donc tout simplement le moyen d'être tranquille pour écrire ses propres histoires. Et justement, c'est là, en 1926, au plus mauvais moment, que meurt Houdini. La vie de Lovecraft aurait pu être peut-être différente sans le coup de poing du Canadien Jack Price. C'était l'instant Lovecraft le 19. Merci les gens, salut.